Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons l'avenir des soins de santé et l'impact de l'intelligence artificielle. Nous découvrirons une nouvelle thérapie génique qui pourrait changer la donne dans le traitement de la drépanocytose. Ensuite, nous assisterons à un essai clinique sur la thérapie par immersion pour les lésions cérébrales et médulaires. Enfin, comment les écrans d'ordinateur affectent-ils notre vision? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Des technologies de pointe à la recherche médicale avancée et l'utilisation de l'intelligence artificielle, le domaine de la santé promet d'énormes progrès dans les années à venir. Entre autres, l'intelligence artificielle IA s'introduit de plus en plus dans la médecine pour prévenir, assister et améliorer la qualité des soins avec des avancées telles que la détection précoce des maladies et des chirurgies assistées par robots. Chaque année, plusieurs innovations voient le jour grâce à cette technologie devenue incontournable dans la médecine. Par ailleurs, la médecine personnalisée qui utilise l'ADN des individus pour adapter leurs soins de santé s'est également développée au cours des dernières décennies, selon les experts en médecine de l'Université de l'Utah. Ici aux États-Unis, les régulateurs ont approuvé 2 nouvelles thérapies géniques contre la drépanocytose. L'administration des aliments et des médicaments, la FDA, affirme que ces traitements uniques peuvent être utilisés pour les patients de 12 ans et plus atteints de formes graves de la maladie. Davantage avec Alexandrine Holognan. 2 thérapies géniques pour la drépanocytose ont été approuvées aux États-Unis, où l'on estime que 100 000 personnes sont atteintes de la maladie et qu'environ 1/5 d'entre elles sont atteintes de la forme grave. La drépanocytose est plus fréquente chez les Noirs et un bébé noir sur 365 naît avec la maladie au niveau national. Les scientifiques pensent que le fait d'être porteur du trait drépanocytaire aide à protéger contre les formes graves de paludisme, de sorte que la maladie survient plus souvent dans les régions exposées aux moustiques, comme l'Afrique, ou chez les personnes dont les ancêtres ont vécu dans ces régions. Je pense que l'annonce de l'approbation de la thérapie génique pourrait changer la donne sur un certain nombre de patients. De nombreux patients n'ont pas la possibilité de bénéficier d'une greffe des cellules souches. Pour ces patients, cela signifie souvent une vie remplie de douleurs, d'hospitalisations répétées et de nombreuses complications. Cette thérapie pourra permettre d'atténuer ces problèmes. La maladie affecte l'hémoglobine, la protéine des globules rouges qui transportent l'oxygène. Une mutation génétique entraîne la formation de cellules en forme de faucilles ou de croissants, ce qui peut bloquer la circulation sanguine et provoquer des douleurs atroces, des lésions organiques, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres problèmes. Je sais que pour quelqu'un comme moi qui doit procéder à des échanges de globules rouges toutes les 7 à 8 semaines, ce type de traitement unique est très nécessaire. Pour quelqu'un comme moi, cela permet d'éviter d'avoir à se rendre à l'hôpital tous les mois pour suivre ce traitement et de se faire contrôler régulièrement par son médecin. Je pense donc que c'est quelque chose de vraiment nécessaire pour la communauté drépanocytaire. Les traitements actuels comprennent des médicaments et des transfusions sanguines. La seule solution permanente est la greffe de moelle osseuse qui doit provenir d'un donneur étroitement compatible, sans la maladie, et c'est une greffe qui comporte un risque de rejet. Je pense qu'il s'agit d'un pas de géant dans la thérapie génique pour le traitement des maladies chroniques. Il s'agit donc d'un premier pas en avant et je pense qu'à l'avenir, nous verrons beaucoup plus de maladies qui pourront être traitées par thérapie génique. Le traitement Vertex a été récemment autorisé en Grande-Bretagne et au Bahreïn et est en cours d'examen dans d'autres pays. Le docteur Remigius Rugakengila est urologue à l'hôpital Benjamin Mkapa de Dodoma en Tanzanie. Il explique comment l'intelligence artificielle aura un impact sur les soins de santé à l'avenir.
Je peux prédire que dans un avenir proche, nous aurons une meilleure santé grâce à l'intelligence artificielle. Elle ne remplacera pas le cerveau humain, elle le complétera et avec les machines, les choses seront faciles. C'est l'être humain qui commandera la machine. C'est nous qui allons calibrer les machines. Je ne m'inquiète donc pas pour les appareils. En fait, sans la machine, nous avons eu un problème. Oui, il y avait beaucoup d'erreurs, mais nous avons minimisé le nombre d'erreurs et nous pouvons dire que nous avons fait beaucoup de travail en un minimum de temps. Je peux dire que tout le monde, tout le système en bénéficie parce que pour un médecin, l'intelligence artificielle, c'est ça. Vous savez, vous faites beaucoup d'opérations en un minimum de temps et en même temps, vous ne vous fatiguez pas. Par exemple, avec une machine de haute technologie, il est possible d'effectuer un grand nombre d'interventions avec un minimum de risque pour le patient. Au lieu de rester à l'hôpital pendant 2 ou 3 jours, l'intelligence artificielle permet de détecter une maladie, de la diagnostiquer plus tôt et de la traiter plus rapidement. Ainsi, le patient en bénéficiera grandement et ce système est un avantage pour la communauté. Je peux dire la communauté car le fait de garder les patients à l'hôpital pendant 5 ou 10 jours est un problème pour le personnel soignant, pour l'hôpital lui-même, pour l'ensemble du personnel, pour les travailleurs et ainsi de suite. Vous pouvez donc imaginer que tout le monde en profite, même le gouvernement. Je peux vous dire qu'avec l'intelligence artificielle, avec nos bonnes machines de haute technologie, nous pouvons aider tout le peuple du monde. Ce dont nous avons besoin, c'est la bonne volonté du gouvernement et la bonne volonté de ces gens qui les produisent. Par exemple, en utilisant WhatsApp ou en utilisant des appareils de haute technologie, vous pouvez même donner directement, lorsque vous êtes dans un autre pays, des instructions à la zone cible. S'ils ont un bon accès à Internet, vous savez, avec un téléphone, vous pouvez donner des directives et vous pouvez les atteindre. Autre chose, si les gens ont besoin de sang pour quelque chose, vous pouvez utiliser un drone pour prélever des bactéries sanguines. Vous avez vu cela récemment en Chine, je crois, où l'on fait de la chirurgie robotique à distance. Alors peut-être qu'à l'avenir, lorsque nous aurons formé nos gens à opérer, à travailler avec des machines, je peux dire que nous pourrons traiter de nombreux patients en un peu de temps et que nous pourrons atteindre toutes les personnes plutôt que de faire appel à un médecin qualifié. Imaginez-vous dans une combinaison de plongée juste pour faire de l'exercice physique. Pour les personnes qui se remettent de blessures graves, la possibilité de s'entraîner sous l'eau vaut l'effort supplémentaire. Une étude australienne examine actuellement comment la thérapie par immersion pourrait bénéficier à davantage de personnes souffrant de maladies du cerveau et de la colonne vertébrale. Gaby Dorsil nous en dit plus. En 2009, Jamison s'est blessé au travail. Il y a 1 an, il a décidé d'essayer la thérapie par immersion. Il ne s'agit pas d'une séance d'entraînement ordinaire. Il s'agit d'enfiler un équipement de plongée sous-marine et de faire de l'exercice sous l'eau. J'aime bien me mettre là-dedans avec des poids et faire un bon exercice décent et honnête. J'ai subi 5 opérations dans le dos, de nombreuses opérations sur tout le corps, probablement 40 au total. Il y a eu des moments où je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Les choses étaient très difficiles. Une nouvelle étude portant sur les personnes souffrant de lésions cérébrales et rachidiennes les encourage à faire de l'exercice sous l'eau en scaphandre autonome. Il existe déjà de nombreuses preuves anecdotiques de l'efficacité de la thérapie par immersion. Les chercheurs veulent maintenant que cette nouvelle étude montre comment et pourquoi elle est efficace. En les amenant sous l'eau, nous pensons pouvoir remettre en question l'interaction entre le cerveau et le corps de manière totalement différente. D'autres ne sont pas aussi sûrs de l'efficacité de la thérapie et soulignent les risques potentiels pour la sécurité. L'immersion est utile pour beaucoup de ses clients, mais pas nécessairement avec la tête sous l'eau. La société Determined 2, basée à Adélaïde, qui propose des thérapies par immersion, affirme que les participants doivent être éligibles avant d'être autorisés à prendre part aux séances. Elle souligne également que plus de 10 000 séances ont eu lieu sans aucun incident. Je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, je mange mieux, je dors mieux. Si je tombe dans l'eau, je ne vais pas me retrouver à plat ventre. Cette technique de thérapie est maintenant déployée dans toute l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les résultats de l'étude sont attendus dans 2 ou 3 ans. L'intelligence artificielle révolutionne la médecine, mais dans quelle mesure peut-il remplacer l'humain? Allons en Suède, où l'IA a été utilisée lors d'un essai clinique de dépistage du cancer du sein afin d'améliorer le diagnostic et de réduire la charge de travail des radiologues.
Mais les chercheurs affirment que les résultats intermédiaires de l'étude, achevée en août, montrent que l'outil n'est pas encore prêt à remplacer la surveillance des radiologues. Jininiwa explique. L'université de Lund indique qu'environ 1 million de femmes sont convoquées chaque année en Suède pour un dépistage par mammographie. Les images des radiographies du sein sont ensuite examinées par 2 radiologues pour s'assurer que tout cancer éventuel a été repéré. Cette tâche prend beaucoup de temps. En moyenne, un radiologue peut lire environ 50 clichés par heure. Mais la technologie peut-elle contribuer à réduire cette charge de travail ? Des chercheurs du sud de la Suède évaluent l'effet des examens de dépistage assistés par l'intelligence artificielle. Il s'agit du premier essai randomisé comparant les 2 méthodes de diagnostic. Nous lisons d'abord l'examen de dépistage sans IA et notre avantage est que nous pouvons voir l'ensemble de l'image, nous pouvons comparer avec les antécédents, nous voyons le contexte clinique, puis lorsque nous sommes prêts, nous utilisons l'outil d'IA et nous pouvons alors voir les marques sur l'image. Les résultats provisoires de l'étude ont été publiés dans la revue médicale Lancet Oncologie au début du mois, mais les recherches se poursuivent. Dans le cadre de l'étude qui a porté sur plus de 80 000 femmes, les chercheurs ont utilisé un logiciel d'intelligence artificielle pour identifier les dépistages présentant un risque élevé de cancer du sein. Ici, l'IA a marqué une petite découverte dans l'image et cela nous oblige à vérifier et nous enlevons la marque du CAD. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit d'une petite spéculation. Voici donc le rappel et nous avons fait une mammographie en 3D qui met en évidence cette tumeur spéculative ici. Après avoir lu l'examen de dépistage, nous utilisons l'IA. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous pouvez voir ici que l'IA a marqué un résultat sur l'image et il donne un score régional et 81 est un score élevé. Puis nous enlevons le marquage et nous analysons ceci ici. Et nous pouvons voir, eh bien, en fait, ici, c'est une masse subtile spéculée qui est partiellement recouverte par un tissu dense. Les résultats de l'essai ont montré que le dépistage par mammographie assisté par l'IA permettait d'obtenir un taux de détection du cancer similaire à celui de la double lecture standard. La charge de travail des médecins s'en est trouvée réduite de près de moitié. La lecture des écrans a été réduite d'environ 44%. Je pense que c'est passionnant parce que nous manquons de médecins partout et en particulier de radiologues du sein. Nous disposons désormais d'un outil précieux pour réduire la charge du travail. Ce n'était pas mon objectif et je ne savais pas si nous allions en arriver là, mais il s'est avéré que la mise en place de l'IA a même permis d'améliorer la qualité. Les chercheurs suédois affirment que la prochaine étape consistera à étudier quels types de cancers ont été détectés avec et sans l'aide de l'IA. 100 000 femmes ont été enrôlées dans l'essai. Saviez-vous que la surutilisation des écrans peut avoir une multitude d'effets néfastes à long terme sur la santé de vos yeux ? Les experts affirment que lorsque vous utilisez des appareils numériques tels que des tablettes, des smartphones et des ordinateurs, vous pouvez développer des symptômes appelés fatigue oculaire numérique. Certains effets potentiels à long terme comprennent la fatigue et la tension oculaire, les maux de tête, la perturbation du sommeil et un risque accru de myopie, en particulier pendant l'enfance et l'adolescence. Les recommandations pour résoudre le problème comprennent faire une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes. Avoir un éclairage adéquat lorsqu'on utilise un écran pour éviter de vous fatiguer les yeux, réduire la luminosité de l'écran et ajuster les paramètres de température, de couleur pour minimiser l'exposition à la lumière bleue. Enfin, faire des examens de la vue régulièrement pour surveiller votre santé oculaire et résoudre tout problème potentiel. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.